369e épisode des Technos déjà, et un mois de septembre qui s'achève déjà, que cette rentrée est passée vite. Tout passe vite en fait, voilà. On dit bonjour à nos amis chroniqueurs du jour pour cet épisode. D'un côté j'ai Xavier, bonjour Xavier. Salut. Et de l'autre nous avons Sébastien le barbu. Sébastien, tu as fait un élagage, me semble-t-il. Ouais, mais ça repose vite. Oui, mais c'est bien, c'est déjà beaucoup plus... Voilà, c'était un peu... comment dirais-je, hein, c'était un peu... J'ai une photo sur mon bureau où c'était presque Père Noël, hein, donc là... Oui, c'est ça. Moi, on m'avait parlé de Saint-Nicolas, bah, Père Noël, c'est vrai aussi. Vu la température, je pense déjà... Ouais. Laissez repousser. C'est peut-être... ça doit être chaud, hein. Ouais, c'est ça. Besoin d'écharpe, en fait. La barbe est un investissement en hiver, en fait. Par contre, en été... C'est le cas en Belgique. Pour la parenthèse, ce qui est génial, parce que vous n'avez pas de barbe tous les deux, c'est quand tu la laisses suffisamment pousser, tu sais mettre ta couette entre ta barbe et ton corps. Pareil. C'est génial. C'est génial, parce que la couette ne bouge plus. Ben oui, tu tiens avec ta barbe. Tu peux aussi faire nicher les oiseaux quand c'est vraiment très très... tu vois, des pulls, je fais des pulls, on vend des pulls. N'hésitez pas, sur le site. Effectivement, ça pourrait être une croix de développement, éventuellement, de faire des pulls à barbe. On a un planning bien chargé, les amis. Vous m'avez bien rempli le tableau, donc on va directement attaquer, si vous le voulez bien. Cet abécédaire, je le rappelle pour ceux qui nous découvrent, hein, c'est une revue de presse technologique, mais vue par nos camarades. C'est leur veille, en fait, qu'ils déclinent sous forme d'abécédaire chaque semaine, et les chroniqueurs changent, c'est pas toujours les mêmes, et donc les sujets changent également. Les affinités évoluent et manifestement c'est ça que vous aimez bien aussi. Et puis vous pouvez interagir via les commentaires par exemple, que ce soit sur notre site lestechno.be ou sur YouTube, puisque les vidéos sont également disponibles sur notre chaîne YouTube que vous retrouverez sans aucune difficulté. Passons à la première lettre C dans notre abécédaire. C'est comme CAPTCHA, vous connaissez ce petit truc qui vous permet de dire que vous êtes un être humain, tout simplement. Eh bien, ça évolue de ce côté-là, manifestement. Également, j'ai peur de dire une bêtise, c'est Xavier. Voilà, c'est parce que j'étais pas sur le bon côté. Oui, c'est toujours comme ça. Voilà, c'est toujours Xavier. Je pourrais l'appeler Marcel ou Henri, mais ça n'irait pas. Voilà, ouais. Voilà, donc les CAPTCHA, ce sont effectivement ces petits défis qui sont à relever pour pouvoir prouver qu'on est bien un humain. Alors on a tous déjà cliqué sur des feux rouges, sur les bateaux, sur les passages pour piétons. Alors il y a des fois ça se joue vraiment au pixel près. Il y a même des mèmes où on se dit est-ce que celui-là il faut l'inclure aussi parce que ça dépasse un tout petit peu ou pas. Parfois ça a évolué puisque avant il fallait recopier souvent un texte avec des chiffres et des lettres qui étaient difficilement lisible parce qu'il y avait des lignes dans tous les sens. Donc c'est très pénible, mais ça permet quand même de vérifier qu'on a bien affaire à un humain plutôt qu'à un robot. Parce que si vous avez un site web avec un formulaire, vous vous êtes certainement déjà fait spammer et envoyer de la publicité pour des petites pilules bleues, pour élargir certains membres, pour gagner des millions. Voilà. Et donc, en fait, Cloudflare, qui est la société qui fournit également, et qui est plus connue d'ailleurs pour les services qu'elle fournit en vue de stabiliser, d'optimiser les sites web pour les protéger de pannes, d'attaques DDoS, donc ces attaques qui visent à mettre par terre des sites web parce qu'on les inonde de demandes et de requêtes. Donc, Cloudflare avait déjà d'ailleurs été connu pour des pannes, parce que quand ils sont tombés en panne, il y a plusieurs sites très connus qui sont tombés en même temps, donc tout le monde les connaît un petit peu indirectement, mais ils veulent remplacer ces CAPTCHA par un service qu'ils ont baptisé Turnstile. C'est une alternative qui serait invisible et qui, au lieu de demander aux internautes de remplir des défis, va se baser sur des défis de navigateurs. Donc en gros, ils vont injecter des petits tests non intrusifs, donc qui ne vont pas perturber l'utilisateur. Ça va se
baser sur la télémétrie, sur le comportement du client. Ça va injecter des petits scripts, ils vont faire des requêtes vers des API, et tous ces petits défis vont évoluer en fonction de leur fiabilité et de l'adaptabilité des robots, entre guillemets, à les déjouer. Actuellement, c'est déjà disponible gratuitement en bêta, mais c'est limité à 1 million de requêtes par mois. Donc, si quelqu'un veut déjà mettre ça sur son site en place, mais il peut le faire. Et puis, si on veut dépasser le million de requêtes par mois, qui est quand même déjà pas mal, il faudra passer à la caisse et passer sur un service payant. Donc voilà, bien. Une bonne initiative, je trouve. Je sais pas ce qu'en pense Seb, il connaît bien ce genre de truc aussi. Oui, Seb. Le Google V3, le reCAPTCHA, n'affiche déjà plus rien sur le navigateur. T'as juste un petit logo. Oui, uniquement s'il pense que tu es un robot. Oui, s'il le part du cas, tu te fais pas emmerder. Ouais. Mais il y a quand même une différence ici entre Cloudflare apparemment et Google, puisqu'en fait Google, le but c'est, en plaçant ces CAPTCHA sur ton site, c'est d'analyser en fait l'historique et les habitudes des personnes. Donc il y a une analyse de contenu qui est faite. D'ailleurs, il y a beaucoup de liens avec les RGPD. Hein. On reçoit tout le temps ces cookies où on demande est-ce que vous acceptez les cookies ou pas. C'est notamment parce que Google essaye d'en tirer profit. Apparemment ici, Cloudflare, c'est plutôt ils veulent plutôt en faire un service payant au final et qui soit performant. Donc je crois qu'il y a une envie derrière qui est un petit peu différente. C'est toujours un but commercial évidemment, c'est pas simplement pour nous protéger. Oui, parce qu'évidemment, le petit widget qui va apparaître, il y a la marque Cloudflare qui apparaît, donc ça peut aussi provoquer, on va dire, certains vont pouvoir se dire, tiens, ce service-là, je le prendrais bien pour mon compte. C'est pas en marque blanche, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est pas. Non. Et puis, quand t'as un tout petit site, ben voilà, c'est gratuit. Mais si t'as un site très connu, ben là, tu vas passer à la caisse, tout simplement. Oui, tout simplement. Seb voulait rajouter un truc. Non, mais j'ai déjà utilisé le service de Google et en fait, la version 3, ce qui était intéressant, c'est qu'il te donnait. C'est pas juste il emmerdait les gens, c'est qu'il te donnait un score sur la possibilité. C'est pas lui qui décide, et à partir de là, c'est à toi de dire s'il y a une chance sur deux que ce soit un robot, vas-y, on y va, quoi. Sur ce principe-là, a priori, pour moi, c'est aussi limité, parce que tous leurs services, que ce soit les maps et compagnie, sont limités. T'as quelques milliers de requêtes par mois, et pour le reste, tu payes. Je ne pense pas que ce soit lié à des cookies, en tout cas, ça ne me dit rien. Donc, parce que qu'on voit cet amalgame avec les autres points, ils ont plein de services, ils n'ont pas besoin, ils ont déjà tous les Google Analytics, à ma connaissance, les CAPTCHA, pas. Ouais. Il y avait un truc, quand même, à un moment donné, on avait évoqué cette possibilité, quand tu parlais des caractères illisibles que les gens retapaient, qu'il y avait l'idée aussi derrière de faire traduire du texte peu lisible scanné par les utilisateurs. Donc eux-mêmes avaient un doute sur la signification des lettres, on va dire ça comme ça, mais là aussi sur base d'un score où on dit, si tout le monde dit c'est DQ883 CE, c'est que c'est probablement ça, et donc ok, c'est un humain, quoi. En gros, ça. Mais il y a la même chose avec les images. Oui, il y a la même chose avec les images. En fait, ils entraînent, grâce au fait que les gens reconnaissent et disent, ça c'est un avion, ça c'est un bateau, ça c'était un vélo. Il y a du machine learning, en fait. Il y a du machine learning derrière, et en gros, on travaille pour eux en faisant ça. Oui, c'est ça. Donc, quelque part, ça peut être rentable aussi pour eux, parce qu'ils ont finalement une quantité astronomique d'utilisateurs. C'est quand même étonnant qu'on continue à... Leur intelligence artificielle n'arrive toujours pas à reconnaître un feu rouge. Là, j'ai un petit doute, quand même. Non, mais ce qui est très dans les systèmes pour montrer que, de toute façon, la plupart sont... Il y a des outils extraordinaires pour les faire sauter. C'est qu'en fait... quand toi, quand un bot veut aller sur un site, le CAPTCHA, il le renvoie vers certains systèmes de publicité. Et donc parfois, quand tu as des jeux gratos sur ton téléphone, en disant qu'il te prend une pub de temps en temps et qui lui te demande un CAPTCHA, il y a plein de trucs. Hein. Et ils en profitent largement. Mais en fait, tu es en train de répondre à un CAPTCHA pour un bot, essayer de créer des comptes sur Gmail ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Eux aussi profitent de... Oui. Voilà. Donc voilà, c'est pas sorti.
On n'est pas sorti, effectivement. On n'est pas sorti de la lettre C non plus, puisqu'on reste à cet endroit de notre abécédaire pour parler de cloud, Seb. 72% du cloud européen dominé par les GAFAM, donc par les non-européens en l'occurrence. C'est un drame. Alors, voilà, c'est dit, hein. Je vais pas me faire que des amis, moi, cette saison. Ça commence. Et donc, depuis 2017, le cloud, hein, c'est quand même un gros mot, mais soit, le marché du cloud a augmenté de 5 fois. Voilà, pour arriver à 10,9 milliards de dollars en Q2 2022, donc juste sur un trimestre. Donc ça représente des gros oufs. Alors, ce qui est en même temps sur cette période, les Européens ont réussi à faire pas mal d'augmentations. Ils ont augmenté de 167% leur chiffre d'affaires. Je dis c'est très très bien, ils sont tous très contents. Les Européens, ils ont augmenté de 167%. La plupart des boîtes seraient très contentes d'avoir cette augmentation de chiffre d'affaires, sauf que en même temps, la proportion de sociétés européennes qui proposent du cloud aux Européens est tombée de 27 à 13%. Donc ils ont augmenté de 167, mais le marché largement plus que ce que les Européens ont réussi à faire. Et les trois boîtes qui sont devant, c'est facile. Hein. On peut te laisser, tout le monde les connaît, et on peut te les laisser deviner en 3 secondes. C'est Amazon, Bingo. Google et Microsoft. Bingo. Voilà. Et alors, c'est pas tout, c'est que les 3 suivantes ne sont pas non plus inconnues, hein, et tu vas tout de suite, je vais te demander la nationalité. Les 3 suivantes, hein, donc c'est IBM, Salesforce et Oracle. Ah oui. Ah, donc voilà, c'est aussi 3 américaines. Donc il reste pas grand-chose. Après, derrière, on a un petit peu d'européennes, et on n'a même pas encore des OVH, hein, je ne sais même pas à quelle place ils sont. À mon avis, OVH a des départs de marché suite à les incendies, les innovations. Peut-être. Mais t'en as quelques-uns, mais les plus gros derrière en européen, c'est SAP et la Deutsche Telekom, mais qui sont loin derrière Oracle. Ouais. Donc voilà, c'est assez interpellant finalement que tout le cloud européen, soit, enfin 72%, c'est quand même déjà assez gigantesque, soit géré par des boîtes américaines, alors que en même temps, on essaye d'un point de vue économique de recentrer un petit peu sur ce qu'on doit faire en Europe, et on doit avoir une certaine souveraineté. Donc c'est pas le seul article cette semaine qui essaye de repointer du doigt en disant si vous voulez que ça fonctionne en Europe, il y a une question de responsabilité de tout le monde. J'ai des partenaires pour un point qui ils sont plutôt dans le légal, devraient avoir des choses utiliser des systèmes européens ou libres ou purement locaux, et ils utilisent du 365. Et alors je m'interpelle du peu pourquoi, parce que c'est juste pour gérer des mails. Bah oui, mais c'est quand même vachement pratique. Oui, mais donc si tu n'as pas cette conscience au niveau de la société, voilà. Hein. Il y a la conscience, il y a les moyens aussi. Enfin, il faut mettre des moyens. Et bon, effectivement, ceux qui ont déjà pignon sur rue, du coup, ont peut-être cette souplesse que n'ont pas les petites structures européennes ou non américaines, puisque ici, c'est vraiment l'hégémonie américaine pour le coup, dont il est question, et qui n'ont pas les moyens, les ressources financières peut-être pour avoir les reins suffisamment solides que pour garantir la fiabilité de ces supports. Tu venais de parler, Xavier, de VH, un simple incendie, c'était il y a 2 ans, on en parle encore aujourd'hui, parce que ça a eu un impact, c'est un tsunami, quoi, ce truc. Alors que c'est que, par rapport à Microsoft ou à Amazon, c'est une toute petite structure qui a été déconnectée. Ça n'aurait pas eu d'énormes conséquences, si ce n'est peut-être dans la presse technologique, on aurait dit « Ah là là, il y a eu un incendie chez Google » ou mais ça n'aurait pas été plus loin que ça. Voilà. C'est Xavier que t'interpellais, je pensais, mais non, oui. Non, c'était l'un ou l'autre, donc voilà. Non, c'est clair, mais en tant qu'Européens, on a aussi cette fâcheuse habitude de s'auto-flageller. Oui. Ce qu'a fait Octave avec OVH, et c'est pas le seul, il y a d'autres trucs, il y a Nextcloud en Europe, et les Suisses
dont j'en reviens plus sur le nom, mais dont ils font plein de pubs à la radio en permanence. Donc voilà, si vous vous souvenez du nom, mettez-le dans les commentaires, c'est cool. Et donc ils font des trucs, et donc franchement je tire mon chapeau pour que le gars qui est parti de zéro, parce que Octave c'était plus ou moins ça, hein, et arrive à se construire ce genre d'infra. Alors effectivement ils ont fait des erreurs, il y a des trucs, mais en même temps il avait construit un data center où il y avait quasi pas de climatisation, enfin, il n'y en avait pas. Oui, donc, enfin, les erreurs techniques autres, on peut tout entendre. Voilà. Moi, ce que je parle, ce dont je parle, c'est ce que ça implique derrière, et que c'est hyper dommageable, entre guillemets, européen, parce qu'on est encore plus critique parce que c'est français, parce que c'est de l'autoflagellation, t'as raison, c'est de dire, c'est parce que c'est français, ce serait pas arrivé un tel. Ouais, mais c'est un partenaire, bon sang. Je pense qu'on en a beaucoup parlé aussi, parce que OVH est quand même, en France, en Belgique, est quand même un des fournisseurs très important de sites web, etc. Oui, non, il est très utilisé sur des plus petites structures, mais dès que tu sors, enfin quoique ils ont utilisé aussi même pas des trucs officiels. Non, mais du grand public, c'est très connu, quoi. Donc c'est pour ça qu'on en parle peut-être. Oui, il y a l'offre grand public et l'autre offre, mais c'est comme dans tout. Google est bien connu du grand public aussi, mais par contre, ce point de vue européen de critiquer son propre produit. Contrairement à l'esprit anglo-saxon, il n'est pas limité au cloud, hein, c'est global. Toutes les solutions sont impactées. Hein, tous les acteurs IT, nous aussi, hein, parfois dans la boîte où je suis, on va nous comparer à Salesforce, et les mecs vont dire je veux travailler avec Salesforce parce que je veux la ligne de Salesforce dans mon CV. Et tu te dis mais Salesforce ne viendra jamais, tu gagneras jamais un euro avec Salesforce. Les mecs vont pas dépenser un euro en Europe, tout est parti aux États-Unis. Donc, si tu réagis que comme ça, ton budget part là-bas, comme la pub. Puisque tu parles finance, et après on passera à un autre sujet, mais quand on dit 72%, on parle de clients et de volume de stockage, c'est de ça dont il est question. Argent, d'accord. Ok. Parce qu'on pourrait aussi évaluer, alors à un autre degré, mais ça c'est quasiment pas possible, évaluer la valeur de ce qui est stocké. Si je me fais bien comprendre, parce que bon, une base de données n'est pas une autre. Si tu stockes, je sais pas moi, une base de données sur les. Subjectif, oui, bien sûr, mais ça dépend du client, ça dépend de ce qu'il fait avec sa base de données, ça dépend avec les data qu'il va stocker, qu'est-ce qu'il fait et comment il les valorise. Mais en même temps, il y a peut-être un déséquilibre là aussi à noter. Peut-être que l'Européen n'a pas envie de stocker des choses très sensibles sur des serveurs européens, justement, parce que manque de confiance, rupture de confiance en l'occurrence, et dénigrement un peu systématique et gratuit de ce qui devrait être des partenaires, en fait, comme tu disais. Les trois variables pour évaluer ça, c'est le chiffre d'affaires, l'espace de stockage et le nombre d'utilisateurs, en fait, c'est les plus objectifs pour évaluer ça. Voilà. Voilà. Si vous avez un avis, une question, si vous avez une piste, ou même un article complémentaire à ce dont on parle ici, évidemment, comme toujours, mes petits camarades vous donne les sources, les articles sur lesquels on se base pour élaborer cet épisode. Évidemment, vous pouvez rajouter également vos informations et on sera content de vous lire et d'en débattre éventuellement lors d'un prochain épisode ou peut-être d'un live, puisque maintenant on fait des lives de temps en temps. Peut-être que ce sera l'occasion d'en reparler justement. Voilà. On passe à la suite avec la lettre E comme énergie. C'est le truc qui est sur toutes les langues. Énergie, pour l'instant, ça c'est vraiment c'est l'or du moment, c'est le diamant du moment, l'énergie. VOE qui s'allie à des opérateurs belges du réseau électrique, mais pourquoi faire, Xavier ? Effectivement, vu l'augmentation des prix de l'énergie, tout le monde cherche des solutions pour réduire un petit peu les coûts, mais aussi pour gérer cette infrastructure, puisqu'on a au niveau électricité, avec l'afflux de véhicules électriques qui arrivent sur nos réseaux, on sait que les réseaux sont pas encore toujours prêts pour gérer tout ça. Mais on a appris que Volkswagen s'associe à un opérateur du réseau belge. C'est sur le site TechCrunch que j'ai vu qu'on a vu cette news. C'est un opérateur
de réseau belge, donc qui va intégrer les véhicules électriques et leurs batteries dans le réseau électrique. Donc ça concerne l'unité de recharge de Volkswagen, le Eli, et Realto, qui est une start-up détenue par une société bruxelloise qui s'appelle Elia, donc un groupe assez connu en Belgique. Ils veulent explorer comment l'alimentation du réseau avec des batteries de véhicules électriques pourrait aider à stabiliser les coûts de l'électricité et à réduire le prix de l'énergie. Donc le but, c'est que le but de véhicules à réseau, c'est de permettre aux clients d'injecter l'électricité qui est stockée dans leur batterie de véhicules électriques dans le réseau, d'y puiser l'énergie si nécessaire, mais aussi l'inverse, c'est-à-dire que le véhicule électrique va permettre de stocker de l'énergie peut-être quand on en a moins besoin et que le réseau n'est pas saturé, et d'un autre côté, mais quand on est en sous-production et que tout le monde a besoin de consommer, eh bien il y a des véhicules qui dorment dans les parkings, ça permet d'aller chercher du courant là. Et il y a aussi tout simplement l'exploitation de batteries. On sait très bien que j'ai rencontré quelqu'un qui travaille chez Renault il y a pas longtemps et qui me disait, en fait, on revend des batteries, de plus en plus des batteries de véhicules électriques qui sont réutilisées pour le stockage d'électricité produite par des panneaux photovoltaïques, par exemple. Et donc voilà, donc c'est un petit peu cet objectif-là d'intégrer le véhicule électrique dans le réseau, dans le grid, comme on dit, donc le réseau qui gère l'électricité. Et Volkswagen prévoit d'investir plus de 20 milliards de dollars pour construire 6 nouvelles usines de batteries à travers l'Europe dans les 10 ans à venir. Donc voilà, ça devrait être un acteur assez important dans le secteur. J'ai deux remarques avant de passer la parole à Sébastien, qui a sans doute une opinion là-dessus. Alors les batteries de voitures récupérées pour en faire des batteries domestiques, c'est pas nouveau parce que Tesla le propose déjà, et c'est vrai que les demandes les pics de courant, de puissance demandés à des batteries de voitures, on n'a pas besoin nécessairement de cette capacité-là sur des batteries domestiques où on est sur des consommations plus lissées, et donc ça peut encore avoir une vie, une forme de recyclage en quelque sorte pour quelques années encore, donc ça c'est plutôt positif. Mais alors sur l'aspect sur le concept lui-même de dire tiens, peut-être que les voitures ou les camionnettes ou les machins connectés au réseau pourraient être d'un apport intéressant dans le réseau, etc. On n'arrive déjà pas à fournir l'énergie aux véhicules électriques existants, on leur pompe déjà le peu qu'elles ont. C'est très belge en fait comme façon de faire, c'est-à-dire que t'as pas encore commencé à consommer qu'on va déjà venir te chercher ce que tu as, le peu que tu as, on va déjà venir te le chercher. Donc ça m'étonne pas du tout que ce soit fait en Belgique, cette histoire-là, et que ça parte de là. Ça doit faire marrer les Américains, par contre. Sébastien, je te laisse parler. Alors moi, je trouve le concept... J'ai pas lu l'article, et je vais peut-être juste me dire pour le plaisir, mais je trouve le concept assez ahurissant. Tu mets ta bagnole à charger parce que le lendemain, tu pars avec tes gosses en week-end, et t'arrives le samedi matin, et ta bagnole est à 0% parce que ton voisin a besoin de faire tourner son lave-linge. Bon... Alors, je veux dire, c'est moyen. Et j'imagine que on te rachète l'énergie que tu as stockée 5 fois moins cher que. Ça certainement. Voilà. Ceci dit, il y a des collectifs qui s'organisent pour le moment pour essayer justement de pallier à ça, et donc des coopérations qui se mettent en place pour faire un petit peu genre un fournisseur d'énergie de quartier, et donc de revendre localement l'énergie, et là un tarif ménagère, les vieux métaux. Mais c'est un vieux débat parce qu'à un moment donné c'est interdit, hein. C'était un monopole, la fourniture d'énergie et d'électricité. Oui, mais ils doivent s'enregistrer comme fournisseurs d'énergie. Voilà, donc effectivement c'est pas... Tout le monde ne peut pas le faire. Ouais. Et alors j'ai appris aujourd'hui un truc que je ne savais pas, parce que je m'intéresse au domaine, et l'idée de se déconnecter quelque part du réseau, moi je trouve ça assez sain quelque part, si tu as suffisamment de panneaux solaires pour t'alimenter. Je crois que c'est interdit. C'est pas que c'est interdit. Maintenant, c'est autorisé. Avant, c'était effectivement, il y avait une situation de monopole et tu devenais fournisseur, mais si c'est juste pour toi, tu peux le faire. Le seul problème, c'est que en Belgique, en tout cas, quand ta maison n'est pas connectée au réseau électrique, elle est considérée comme insalubre. Oui, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Pour moi, c'est interdit d'être déconnecté du réseau. Donc tu peux avoir une baraque, un bunker.
dans lequel tu as surinvesti sur tes panneaux solaires. Tu vois, c'est le truc, c'est Fornox ton truc. Voilà, on peut pas dire que tu sois un petit pauvre. Ta barbe est bien taillée, machin, etc. C'est nickel. Eh bien, malgré tout, on peut t'exproprier parce que t'es pas connecté au réseau. C'est quand même incroyable, quoi. Maintenant, ne pas le faire, ne pas être connecté du tout au réseau et se dire je suis suffisant à 100% du temps. C'est une question. Non, mais c'est pas. Non, on pourrait développer le truc, mais moi j'ai lu plusieurs articles sur le sujet. En fait, la plupart du temps, les gens mettent beaucoup trop de panneaux solaires sur leur toit parce que ce qu'on leur a fait miroiter justement, c'est la revente d'énergie au réseau, en leur disant vous allez amortir plus vite vos panneaux, etc. Alors qu'en fait, il suffit de consommer différemment, c'est-à-dire de consommer l'énergie qui est produite dans l'instant. C'est-à-dire qu'à midi, on fait tourner un lave-linge, par exemple, alors que l'eau, on a plutôt tendance à le faire tourner la nuit parce qu'on a un compteur jour-nuit et que la nuit, l'électricité est moins chère. C'est juste un changement de paradigme. Ça, c'est couillon. La plupart des contrats, même si tu as un jour nuit maintenant en Belgique, sont le même prix les deux côtés. Oui, ça c'est autre chose. Moi, je viens d'installer des panneaux et on m'a dit que on m'a conseillé de passer maintenant de nouveau sur un tarif unique. Voilà. Mais ceci, voilà, donc on pourra en débattre une fois de plus. Il y a des pour, des contre, etc. Mais en tout cas, il y a maintenant des sociétés dans certains pays, pas en Belgique, pas encore en tout cas, qui proposent des solutions avec des batteries pour quand même un peu stocker pour le soir, pour regarder la télé, allumer la lumière, machin, etc. Mais qui utilisent également des outils qui te disent, ben voilà, le meilleur moment pour faire tourner son lave-vaisselle, son lave-linge, etc. C'est de consommer différemment et de consommer au moment où c'est produit. Comme ça, le rendement il est top. Il n'y a pas de perte dans les batteries, etc. Voilà. Je peux rajouter une petite digression, parce qu'en étant compteur, effectivement, je conseille à Xavier de prendre un unique, parce que ma maman a un panneau depuis un certain nombre d'années, et c'est du bioraire. Donc, ce qui est, effectivement, la journée, elle produit énormément d'électricité, comme tout le monde. Mais elle n'en consomme quasiment pas. Elle n'en consomme quasiment pas en journée, et elle en consomme la nuit. Elle consomme le soir, elle regarde la petite télé, etc. Sauf que, du coup, son compteur qui tourne à l'envers n'est pas le même que celui qui tourne dans le bon sens. Tu m'étonnes. Et alors là, le truc magnifique en Belgique qu'on fait à la fin d'année, on remet le compteur, on dit « Ah oui, mais si t'es retourné en arrière, ça c'est dommage pour toi. » On reprend à zéro. Ça, tu ne peux pas faire tourner un compteur en arrière par rapport à ton index. Il ne peut pas être en négatif, ils ne peuvent pas te rembourser. Donc, d'office, tu as perdu. Donc, moi, je pense que se déconnecter, c'est la meilleure solution, même si ça nécessite d'autres investissements et d'autres habitudes, enfin, des changements d'habitude. On passe à la lettre G, si vous le voulez bien, avec gravité. L'instant est grave. Sébastien, la gravité, mais justement, tiens, du stockage. Je ne sais pas si au-dessus de ta maison, tu vas construire ce type d'installation pour stocker l'énergie que tu auras emmagasinée. Tu vois, tes panneaux solaires chargent à mort et font grimper des blocs de béton dans les structures. Voilà, t'as tout dit, c'est des blocs de béton. Oui. Béton. J'en ai déjà plein. Oui, c'est ça, d'une part, et d'autre part, le béton, quand même, qui a une charge de CO2 assez importante à la production, hein. C'est pas innocent non plus. Donc, du béton, je le garde, j'en ai plein. Et donc, on en avait parlé de cette boîte, je pense, il y a 2 ans dans le podcast, si vous nous suivez. Et c'est suisse, en plus. On a vu ça, c'est suisse. C'est Energy Vault. C'est plutôt des Suisses forts de l'Ouest. Tu vois, qui parlent avec un accent texan et tout. Des Américains. Oui, mais la société, il y a une société en Suisse qui avait démontré le principe mais à ce moment-là avec une grue, et c'est de ça dont on avait parlé au départ. Et ça a été développé, c'est la start-up a développé le concept et du coup ils le reproduisent. Voilà, c'est ça. Et donc ici effectivement ils viennent, parce que la boîte est toute jeune, et ils viennent d'annoncer leurs 2 premiers contrats, un avec la Californie, 2 avec la Chine. La Chine a commandé 2 gigawatts-heure de capacité de stockage. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris le principe, c'est assez couillon. Quand il y a trop d'électricité, on prend les blocs de béton et on les lève. Et quand on a besoin d'électricité, on les laisse tomber. Et ça produit de l'électricité. Au plus le bloc est lourd, au plus ça coûte cher. Enfin, ça demande d'électricité pour le monter et le descendre. Ici, effectivement, donc on est dans les grosses usines où ils font monter et descendre des centaines et des centaines
de blocs de béton. Alors qu'on pourrait le faire avec des gens, tu vois, dans des ascenseurs. 17 heures, les gens quittent le bureau, on les laisse tomber. Si ça produit de l'électricité. Paraît, hein, non. Voilà, parce que c'est le principe. Moi, je trouve que le principe n'est pas couillon du tout. On en discutait un peu en off avec Aurélien cet après-midi, qui émettait quelques doutes sur la rentabilité du bidule, et on est venu à parler de la centrale de Caux. En Belgique, qui fonctionne, c'est la même idée, c'est le même concept, c'est-à-dire que quand on a de l'énergie à foison, on pompe de l'eau dans un bassin supérieur, et quand on a besoin d'électricité, on lâche les vannes et on laisse recouler l'eau en bas, et ça s'appelle les cascades de Caux, et donc du coup ça devient un site touristique, et donc et là on reproduit de l'énergie au moment où on en a réellement besoin, avec un rendement qui est quand même manifestement assez important, et donc ici on suppose que ça doit être si c'est dans la même logique, que les rendements doivent être du même acabit, et certainement meilleurs que des batteries pour le coup. Alors, oui et non. Alors, il donne pas beaucoup de chiffres, mais il y a un énorme avantage du projet par rapport à ce que tu expliquais. Hein. Caux, effectivement, ça a été construit il y a très longtemps en Belgique. 50 ans, je pense. Quand on était on se dit on va faire du nucléaire. Pourquoi ? Parce que sinon on allait gaspiller du nucléaire, parce que historiquement on était très pro-nucléaire en Belgique, et puis on s'est dit non au nucléaire, et puis maintenant on se pose quand même pas mal de questions. Ouais. Et voilà. Et donc toute l'énergie qui était produite en trop, c'est pour ça qu'on a mis plein de trucs sur les autoroutes chez nous, et qu'on a fait Caux, mais ça a pris un temps de con à construire ce truc, et ça valait la peine d'être visité, mais malheureusement ça ne l'est plus depuis les attentats en Belgique. On ne peut plus visiter les centrales en Belgique. Peut-être que Engie changera d'avis dans les prochaines années, parce que ça valait la peine, et tous les gosses allaient en primaire visiter la centrale de Caux, parce que Caux Trois-Ponts, c'était un truc assez sympathique. Et donc le problème, donc, c'est le temps par rapport à couler un bloc de béton et monter une structure métallique. Je pense que leur solution est assez facile à mettre en place, donc rapide en tout cas. Donc par rapport à des batteries, l'avantage c'est que construire un truc en métal et faire du béton, t'es pas non plus dans des matériaux rares, c'est de la caillasse, hein. On va pas chercher du lithium pour créer des batteries. Donc ils ont des avantages, même si on peut pas se dire que c'est hyper sexy de faire monter des blocs de béton, quoi. Non, et ça prend de la place. Il y a des avantages sans doute, il y a des inconvénients aussi. Il faut peser le pour le contre. Quoi. Ça brûle pas, le béton. Et oui, c'est ça. Octave peut s'en occuper. Voilà, c'est sans doute qu'il doit y avoir des problèmes mécaniques aussi. L'entretien de ces machins-là ça doit pas être non plus tout à fait triste. Ouais. Alors tu fais l'entretien quand ils sont en bas, hein, les trucs de béton. C'est s'il y en a un qui tombe. Quelqu'un a été mettre le petit verrou en haut. Non, chef. Voilà. Bon, moi j'aime bien ce genre de solution, parce que on voit que ça pollue pas. Sauf la production du béton, elle a pollué par contre, mais c'est simple, c'est un peu bébête, mais pourquoi pas. Xavier, un avis avant qu'on passe vite au sujet suivant. J'avais vu un projet comme ça, si je me trompe pas, dans un désert où en fait ils avaient combiné des panneaux, enfin une ferme solaire à ces systèmes-là, et donc c'est pas mal parce qu'en fait ils produisaient en journée et la nuit ils réutilisaient. Même chose, oui. Une énergie comme ça, donc voilà. Je pense que c'est une solution d'avenir quand même. C'est une solution de stockage tout simplement, et certainement avec un meilleur rendement que je pense à l'hydrogène ou les batteries lithium-ion ou des choses ainsi. Mais en domestique, par contre, je suis dubitatif. Moi aussi. Ça, sur le coup, moi aussi j'ai un petit doute sur cette question-là. Voilà. Ou alors tu te greffes aux ascenseurs à bateau. En Belgique, on a ça, des ascenseurs à bateau. Et peut-être que là, il y a moyen, en laissant tomber violemment une péniche, par exemple, de plusieurs centaines de mètres, peut-être que tu peux faire tourner ton lave-linge. Peut-être, mais c'est pas sûr. Allez, on passe vite à la lettre M comme muskerie. C'est un nouvel adjectif inventé par Sébastien. Hein. On entend dans muskerie, évidemment, Elon Musk, qui tacle les brevets et la propriété intellectuelle. Tu vas nous expliquer dans quel contexte et pourquoi.
Oui, et en même temps, c'est un double jeu de mots. Ça me fait aussi penser à Musquet, tu vois, une petite, le mec un peu chevalier, un peu, tu vois, tu peux aussi penser à le rat musqué aussi. Le rat musqué, oui, tout à fait. C'est vrai que sur la photo de l'article, c'est un peu ça. Oui. Si vous voyez pas, vous voyez ce que c'est un rat musqué. Voilà, vous lui enlevez quelques cheveux, c'est ça. Il vieillit pas bien non plus. Une drôle de tête. Une drôle de tête. Mon garagiste a cette tête. Mon garagiste a la même tête. Enfin bref. On parlait de gens avant off qui n'avaient pas bien vieilli en Belgique, mais lui non plus, hein, tu vois. On salue ceux qui n'ont pas bien vieilli. L'argent normalement conserve, mais bon. Et donc ici c'est dans une interview, j'aimais bien, il n'y a pas de news, comment dire, c'est pas lié à une sortie de produit machin, c'est juste une musquerie, hein. Mais comme c'est un petit peu ouais, c'est ça, c'est un petit peu sociétal, et ce genre de rappel à l'ordre d'Elon ici en l'occurrence, je trouve ça assez intéressant, parce que voilà, ça, sans vous le cacher, c'est plus proche de mes convictions que d'autres articles. Et donc celui-ci effectivement s'est attaqué très violemment aux brevets et à la propriété industrielle. Pas la propriété personnelle, on a tous le droit d'avoir une maison, mais par contre le fait de dire que tu protèges une idée avec un brevet, sachant qu'aux États-Unis les brevets peuvent être sur une idée, et parfois c'est très comment dire, c'est très figuratif, on parle pas de quelque chose d'industriel lourd comme les brevets l'imposent en Europe, hein. Les brevets logiciels sont très faciles aux États-Unis et beaucoup plus compliqués en Europe, fort heureusement. Et donc ici effectivement dans toute son interview avec Jay Leno, il explique à quel point dans ces entreprises il est contre les brevets. Il est contre pour la propriété intellectuelle et le dépôt de tout ce que propriété intellectuelle et industrielle, parce qu'il dit si je dois faire un brevet, aller tout déposer, finalement le chinois, comme de tout est public sur le brevet, il prend le brevet, il refait la même chose chez lui, c'est autant lui expliquer comment faire une copie de mon usine. Il dit donc finalement, si c'est pour protéger une idée, pour expliquer long en large comment un concurrent peut faire la même chose, ça sert à rien, le principe est couillon, et de deux, comme il l'estime, à juste titre sur certains points, être chevalier blanc pour essayer de rendre une planète plus verte, hein, ça on peut en débattre longuement. Il dit tous ceux qui copient ce qu'on fait et qui l'utilisent à bon escient, allez-y, faites-vous plaisir. Donc ce côté chevalier chez lui en disant tout ce que nous on invente, vous pouvez le copier, je trouve ça assez sympathique, assez positif. Parce que c'est pas aussi une question d'ego aussi, hein, en se disant oui, c'est ça, parce que meilleur que vous, mais en attendant, on peut le copier. Est-ce que c'est pas parce que justement il a un ego surdimensionné qui se dit de toute façon l'idée en question elle est mienne essentiellement parce que je suis le seul à pouvoir la réaliser ou avoir les moyens de la réaliser. Je suis assez fou pour le faire. Voilà. Oui, mais en même temps, dans d'autres parties du monde, comme en Belgique, en Europe, comme je le soulignais, il n'y a pas de brevet logiciel. Tesla, ça reste finalement une boîte de logiciels, essentiellement. Et ça pose pas un problème fondamental. En Europe, on est capable d'innover et on se copie pas tous les uns les autres. Donc, en substance, il a raison. Sur le brevet logiciel, ça n'a aucun sens. Et l'autre problématique, c'est que quand tu es en train d'innover ou de faire un produit, c'est tellement compliqué les brevets aux États-Unis que tu ne sais pas si ce que tu fais, tu vas pas te prendre un patent troll dans les dents parce que il y a plein de boîtes qui ont déposé des brevets sur plein de choses qu'ils n'exploitent même pas. Ça, c'est encore un autre problématique avec les brevets, c'est que si tu ne l'utilises pas, si tu ne l'exploites pas, a priori, le déposer pour dire je veux juste de l'argent parce qu'un jour j'ai eu l'idée, c'est pas non plus, d'un point de vue sociétal, c'est pas non plus super génial. Là, par contre, ça existe en Europe. Hein. On connaît des gens qui déposent des idées de concepts, je pense à des émissions de télévision ou de publicité et autres, ou même des slogans, qui les déposent en se disant, eux, un jour ou l'autre, ils vont vouloir le faire, et là, je serai là pour dire, passer à la caisse, c'est mon idée. Voilà. Ce que je trouve un peu, quand même, limite. Je trouve que protéger l'idée que l'on a envie d'exploiter parce que c'est une bonne idée et ne pas se faire doubler par un concurrent, ça, je peux encore éventuellement, en ce qui me concerne, le concevoir. Mais
Mais tu devrais l'exploiter. Et il faut l'exploiter, bien sûr. Bien sûr. Oui. C'est comme un permis de bâtir. Et si tu n'es pas capable de l'exploiter, tu commercialises ton idée, et tu vas trouver Elon Musk, et tu dis, Monsieur Musk, j'ai une idée, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes prêt à me donner un emploi, me rémunérer pour cette idée, d'une manière ou d'une autre? T'as une idée, là, tu peux qu'il nous écoute? Est-ce que tu veux un emploi? Elon? Elon, si je nous écoute. Marc a une idée. Oui, c'est une histoire de chauffage. On va mettre du béton. On va mettre du béton dans tes voitures. Je vais mettre du béton dans les vannes de chauffage pour que ça chauffe mieux. Moi, je rigole. Je ne vais pas le faire. Mais non. Non, mais voilà, c'est un point de vue. Enfin, on a tous des points de vue différents sur la chose. Et évidemment, les législations locales rentrent en ligne de compte. Et c'est vrai que de son point de vue, et là où il vit, ça a du sens, ce qu'il dit. Tout à fait. Donc voilà, Xavier. Moi, je rejoins ce point de vue, je rejoins pas mal ce point de vue parce que, surtout en tant que petite entreprise ou petite personne avec des moyens qui sont ceux qu'on connaît quand on débute, déposer des brevets en Belgique ou même en Europe, c'est quelque chose qui est vraiment très coûteux. Oui, en plus. Il y a plein de projets qui sont morts comme ça parce qu'en fait ils se sont fait bouffer par un grand compte parce qu'ils n'ont jamais su déposer eux-mêmes un brevet. Et alors j'ai quelqu'un qui m'a dit un jour, et je trouve que c'est assez juste, qu'en fait les brevets ça sert à plusieurs choses. C'est d'une part te défendre si jamais quelqu'un venait te dire écoutez, moi j'ai déposé un brevet pour ça et donc vous pouvez pas l'exploiter, et tu peux dire non, moi j'ai déposé aussi un brevet. D'autre part, ça peut être pour attaquer toi-même quelqu'un qui l'exploiterait, donc là dans un but financier. Et enfin, c'est pour convaincre des investisseurs, parce qu'il y a des gens qui vont pas investir dans un concept si il n'est pas protégé par un brevet. C'est pas la propriété du projet. Voilà. Au final, ça reste quand même quelque chose de très coûteux, et ça freine pour moi effectivement l'innovation. Et en plus, c'est même pas toujours utile, parce qu'en fait on peut quand on fait un brevet, on peut pas protéger une idée. C'est-à-dire que tu peux protéger un moyen d'exploiter cette idée, mais tu peux pas protéger une idée. Et donc si on contourne un tout petit peu la façon d'y arriver, on contourne le brevet, et donc voilà. Bon, alors je prends le contre-pied et puis on passera à la suite, mais c'est déjà tellement difficile de faire des levées de fonds en Europe. Si en plus de ça on n'a pas le brevet sur le truc, bah ouais, mais il faut mettre tout le monde. Enfin, là on idéalise quelque part, mais bon, voilà. Bah, passons à la suite. Si vous voulez. N comme NASA, Xavier, toi tu as suivi un petit peu la mission DART, semble-t-il. J'ai regardé un petit peu l'actualité, et dans l'actualité, on parlait d'un jeu de fléchettes de la NASA. C'est cette mission DART. Ouais. Donc DART, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la traduction de fléchette. On peut le traduire par fléchette en français plutôt. Ouais. Les initiales, c'est en fait pour le test de double redirection d'astéroïdes. Oui. Et qu'est-ce que la NASA a fait? Mais en fait, à peu près après 10 mois dans l'espace et 11 millions de kilomètres parcourus, il y a le centre qui s'appelle Applied Physics Laboratory, donc l'APL dans le Maryland, qui a annoncé avoir réussi, ça s'est passé pendant la nuit à 1h du matin chez nous, de toucher un astéroïde. Alors le but de cette mission, c'est de protéger la planète des astéroïdes. Ça fait partie d'un programme beaucoup plus général qui vise à protéger la planète dans son ensemble par rapport aux dangers qu'il y a dans l'espace et autres. Et DART a ciblé un astéroïde qui s'appelle Dimorphos, qui est un petit corps de seulement 160 mètres de diamètre, qui orbite lui-même autour d'un astéroïde qui est plus grand, de 780 mètres, et qui est appelé Didymos. Et aucun de ces deux astéroïdes ne représente vraiment une menace pour la Terre, mais l'objectif était, par ce voyage d'aller simple, de confirmer que la NASA pouvait naviguer avec succès dans un vaisseau spatial pour entrer intentionnellement en collision avec un astéroïde dans le but de le dévier. Donc c'est une technique qui est connue sous le nom de impact cinétique, et l'équipe qui enquête sur ce projet va maintenant observer Dimorphos à l'aide de télescopes au sol pour mesurer l'impact réel que
cet impact en fait a eu. Le but était de modifier l'orbite de l'astéroïde et ils espèrent, ou ils s'attendent plutôt à ce que l'impact raccourcisse l'orbite de Dimorphos d'environ 1%, soit de 10 minutes. C'est quand même un gros exploit puisque cet objet qui a une forme un petit peu de boîte et qui fait 570 km a été piloté sur quelques dizaines de milliers de kilomètres à la fin pour vraiment cibler avec précision un objet à une vitesse de 22 500 km par heure. Donc c'est quand on sait que voilà, à cette vitesse-là, atteindre un objet à des millions de kilomètres de chez nous qui fait seulement 160 mètres de diamètre, je trouve que c'est un vrai exploit. Et alors ceux qui veulent, qui auraient raté ça, peuvent observer les dernières secondes avant l'impact, puisque on a une vidéo des dernières secondes et un gros plan même de la surface de Dimorphos. J'imagine juste à ce moment-là, tu vois un petit bonhomme faire non. Oups. C'est voilà. Qu'est-ce que parce que j'ai cru apercevoir, j'ai pas suivi cette actualité, il faut être honnête. Mais est-ce que Dimorphos a été dévié ou complètement atomisé? Donc c'est ce que j'expliquais. Donc ils s'attendent à ce que l'impact sur l'orbite soit de environ 1%, donc l'orbite soit diminuée de 10 minutes. Mais ça, ils vont l'observer. Donc ils ne le savent pas encore, ils ne connaissent pas encore l'impact réel. Ils vont l'observer maintenant avec des télescopes et analyser ça pendant certainement un bon moment pour vérifier si ça a effectivement été dévié. J'espère qu'ils n'ont pas fait les cons et que du coup ce truc dévié n'est pas sur la trajectoire de la Terre, par exemple. Ce serait complètement couillon et là je leur en voudrais beaucoup. Je sais pas si ça servira à quelque chose de leur en vouloir, mais ça réglerait quelques problèmes. Mais voilà. Je sais pas ce qu'on pense de ce genre de choses et de ça en particulier. Sébastien, s'il a une opinion sur le sujet ou pas. Écoute, moi je vais faire plaisir à une partie de notre auditorat aussi. Ceci est un fait que c'est un caillou qu'ils ont zoomé au fond de mon jardin. Il y a rien de prouve que ça a explosé. Est-ce que ce n'était pas plutôt une rondelle de saucisson? Voilà. C'était un éclat d'un bloc de béton qu'il a laissé tomber pour allumer sa lampe dans la salle de bain. Ça paraît fort fake quand même. J'ai pas vu de flamme, pas eu d'explosion. Moi, j'ai dit. Bah non, forcément la caméra, la caméra était sur l'obus. Oui, mais ça, bon, il fallait mettre la caméra sur le côté en dernière minute. Mais ça, il paraît qu'il y a eu, Xavier, je sais pas si toi t'as cette information-là, et il semble qu'il y avait un second. Ils ont pu observer depuis d'autres endroits, dont le télescope James Webb, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont pu capter quelques images à belle distance, évidemment. Donc voilà. Ils ont vu un pixel qui a bougé. Oh, un pixel. Oui, c'est ça. Oh, un pixel. Je vais interpréter ce pixel en rajoutant des flares, tout machin. 160 mètres dans l'espace, c'est quand même pas loin. 11 millions de kilomètres de chez nous. Ouais. Oui, non, mais c'est un grain de sable. Et à ce moment-là, tu vois passer une Tesla. Le premier accident de la route interstellaire. Ok, merci Xavier pour cette histoire de darts. P comme parking, c'est toujours chez toi Xavier. Quand vous êtes suivi à la trace grâce à votre plaque d'immatriculation, ça j'étais scotché par cette news là. Alors j'ai pas testé avec ma plaque d'immatriculation par contre, ceci dit je me gare jamais dans les parkings, mais tu vas nous en dire plus. C'est effectivement toi qui a pointé cette news dans notre petite plateforme de partage. On utilise Slack pour ça. C'est un hacker éthique belge, Indy de Keukeler, qui a fait une petite étude et une découverte. Il a remarqué qu'en fait les sociétés de stationnement comme Indigo par exemple, utilisent des applications de stationnement, mais les utilisateurs peuvent y saisir la plaque d'immatriculation de n'importe qui. Et donc, en fait, c'est un petit peu ballot, puisque comme on vérifie pas si vous êtes le propriétaire réel de ce véhicule dont vous entrez la plaque d'immatriculation, vous pouvez localiser quelqu'un. On a également des problèmes avec le stationnement gratuit via le 4411, qui est un numéro en Belgique. En fait, quand vous allez sur un parc-mètre, maintenant, ils n'aiment plus aller relever les pièces de monnaie, donc on vous fait payer soit par carte bancaire, soit par SMS, et donc par texto en France. Donc pour ça, on doit utiliser un texto qu'on envoie à un numéro, et ce numéro
permet là aussi de suivre les personnes en fonction de leur plaque d'immatriculation. Donc, il y a une expérience qui a été faite pendant une centaine de jours. Il a tenté de suivre 120 voitures et avec la permission des propriétaires, il a remarqué que c'était vraiment pas difficile. Il y a 29% des voitures qu'il observait qui ont pu être localisées, même à des milliers de kilomètres de chez nous, puisqu'en fait ces sociétés sont parfois présentes dans d'autres pays d'Europe en tout cas. Et il lui a suffi en fait d'introduire simplement ces plaques de véhicules qui ne lui appartenaient pas. Alors il y a un site qui a été créé qui s'appelle notmyplate.com qu'il a créé. Il s'est associé à des avocats spécialisés dans le vue dans la vie privée, donc dans la protection de la vie privée, et ils ont créer un petit formulaire que vous pouvez utiliser où un texte est généré avec votre identité, votre plaque d'immatriculation et où vous demandez en fait de ne pas être suivi comme ça et que ces données ne soient pas stockées. Alors ils précisent quand même qu'ils ne savent pas quel va être l'impact réel de ce genre de courrier que vous pourriez envoyer, mais ils se défendent en disant que au moins, ça va porter à leur attention que y a des gens qui sont pas d'accord avec le suivi qui est fait et le stockage de ces informations, autre que juste pour les facturer, et alors que ça permet de les localiser. Qu'en pense Sébastien de cette histoire de parking ? Écoute, pas que le parking. Moi, je suis assez mal à l'aise maintenant en voiture. Pourtant, j'ai de la place. Hein, je suis bien. Le siège est bon. Mais je sors de chez moi et il y a une caméra. Je monte sur l'autoroute, il y a une caméra. Je fais 100 mètres, il y a une caméra. Et donc, alors après, ils prennent ma plaque pour vérifier la vitesse, mais en même temps... Pas que. Tu rentres dans Bruxelles, tu es photographié, tu rentres dans une zone de basse émission, t'es scanné. Ouais. Et donc, tu ne peux plus sortir de chez toi sans réellement être tracé. On connaît tous les déplacements de tout le monde. Et c'est dans des banques de données de la police. Ils l'utilisent pour faire certains suivis. Donc, ils ont, pendant un certain temps, ils gardent pas ça indéfiniment, mais ils gardent tous les déplacements pendant, je pense que c'est quelques semaines maximum. Mais néanmoins, moi, personnellement, ça m'interpelle. Parce que je trouve que c'est un petit peu limite en surveillance. On pourrait aussi dire, quand on s'indigne du contrôle social chinois, par exemple, dont on a déjà parlé dans un hors-série, dans certains épisodes, avec des contrôles au faciès, j'ai presque envie de dire, mais avec des caméras, de la reconnaissance faciale, etc., on n'est qu'à un step de ça aussi chez nous, quelque part. On a mis tous les outils en place pour pouvoir le faire. Ouais. Ils sont là, toutes les caméras sont là, on en a mis sur toutes les autoroutes. Alors, ça part d'une bonne intention, c'est prévu pour essayer de réduire la vitesse. Hein, on fait une photo au point A, une photo au point B, on calcule, t'as fait plus de 120 km/h, dommage, t'as une amende. Ouais. Mais en même temps, je trouve que c'est un système qui est tellement pervers. Non seulement, effectivement, on sait tout le temps où tu vas et avec qui, parce que on prend une photo, pas rigoler. Et en même temps, du coup, la police n'est plus présente sur la route. Et sur ce point, je veux dire, on est une partie de vieux con, mais j'ai 42 balais. Donc j'ai le permis depuis 17 ans, je vous laisse calculer, vous pouvez mettre en commentaire depuis combien de temps je roule. Et on sait depuis combien de temps tu as le permis, ça ne veut pas dire que tu roulais. Je roulais, je roulais à 16 ans, 9 mois, je faisais le théorique et dès que j'ai pu, pas pratique, j'étais en bagnole. C'était la liberté à l'époque, ma bonne dame. Et tout ça pour dire, je n'ai jamais eu un contrôle de police, j'ai jamais eu un alcotest, je n'ai jamais eu, et donc là je me dis voilà, tu peux pas juste dire que la machine suffit pour contrôler ce qui se passe sur la route. Il faut des humains. Oui, mais même l'humain peut être défaillant sur le contrôle. Oui, mais il en faut un tout petit peu, des humains, tu vois. Tu peux pas juste te dire que j'ai plus besoin de le faire parce que, voilà, de toute façon,
Mais c'est comme il y avait eu comme ça un scandale, je pense que c'était en France, c'était même certainement en France, où ils avaient installé une caméra et faisaient de la reconnaissance faciale à l'entrée d'une école pour laisser l'accès. Donc ça partait d'une bonne idée, hein, c'était libérer l'accès parce que les enfants ont tendance à perdre les badges, les machins, les codes et voilà. Et donc c'était on va scanner l'entrée et les enfants vont être photographiés à l'entrée et s'ils correspondent à la base de données, la porte s'ouvre. Voilà. Du coup, plus d'humains à l'entrée, plus de surveillants, etc., etc. Ça pose plein de questions éthiques sur l'usage qui sont faits des vidéos où on a filmé les enfants, à quelle heure, machin, ça. Enfin, et donc ils ont dû arrêter, quoi, parce que c'était, ça allait trop loin déjà à ce stade-là. Alors voilà, Xavier. Ouais, Pardon. Oui. J'avais encore une connerie. Oui. Donc on digresse, on est presque à la fin et le prochain sujet sera très court. Oui. C'est ma plus grande est rentrée en secondaire et là depuis qu'elle est en secondaire, on m'a targué, on m'a foutu une application et honnêtement, je me sens presque mal à l'aise. Parce que à chaque fois qu'elle est en retard, ce qui arrive presque tous les jours, hein, je reçois une notification sur mon téléphone, je reçois un mail pour me dire attention, elle est arrivée avec 2 minutes de retard aujourd'hui à tel cours parce que ça et sans excuse ou avec telle excuse. Là, tu te dis mais le flicage, les gosses n'ont plus aucune liberté. Ou à l'époque c'était comment s'assurer que nos parents ne le sachent pas, et donc tu avais un petit peu de petits trucs si jamais tu te faisais choper, mais il fallait que tu te fasses choper beaucoup avant d'aller chez le directeur. Maintenant, tu as une notif. Smart School, c'est ça? Ouais, et si tu as eu 3, je sais plus si c'est 3 ou 4 avertissements, bim, tu dois aller chez le prof et tu te prends une sanction. Et tu te dis, bah putain, ils sont vraiment dans un truc surveillé de A à Z. Je voudrais pas être à leur place pour les points, hein. Même chose pour les points. Moi, je sais avant mon fils s'il a réussi son interro. Hein. C'est horrible. Alors, en tout cas, ses points. Il le sait sans doute avant moi s'il a réussi ou pas, mais je connais ses points avant lui. C'est horrible d'efficacité. C'est horrible d'efficacité et comme on a tous les trois, je pense, à un moment donné un peu détourné l'attention des parents sur un mauvais bulletin, sur un retard, sur un brossage de cours, même peut-être. C'est moi aussi, oui. Et donc, mais ça poussait aussi à avoir de l'imagination, dire trouver des réponses. Ah, pourquoi t'as été en retard? Il s'est passé ceci, cela. Voilà, c'était aussi. On voyait quels étaient les gens créatifs. Aujourd'hui, il n'y a plus de créativité. On envoie le truc aux parents, donc d'office, voilà. tu sais qu'il arnaque. Voilà, c'est ça. Viens ici, dans ta chambre, ton GSM. Enfin, je pense même pas que ça se passe comme ça. Le pire, c'est ça. C'est que non seulement il y a l'information, mais il n'y a même plus la sanction derrière. Donc, c'est parce que ça devient tellement banal. Quand tu reçois 3 notifications parce qu'il y a eu 3 retards, à un moment donné, tu les lis plus, les notifs. Hein, ouais. Il manque plus que le panneau au milieu de l'école et on est comme en Chine avec machin est arrivé en retard aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Nous allons huer tel élève aujourd'hui pendant 3 minutes. Allons-y, huer. Et hop là. Enfin, ça c'est n'importe quoi. C'est voilà le pilori. Voilà. Allez, on termine cet épisode 369 avec la lettre W. Il y a un oui mais non dans cet épisode. Je rappelle le principe du oui mais non, une information technologique certes, mais improbable, mais technologique certes, que Sébastien nous a dégoté cette semaine. Et comme il l'a dit, ça va aller assez vite, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, mais c'est un oui mais non. Voilà, c'est un oui mais non, c'est légèrement technologique, parce que c'est quand même fait de bois, de chêne, etc. Néanmoins, oui, je me suis dit, c'est au bureau. Hein. C'est technologique. C'est technologique. Ah, voilà. Et c'est un gentil oui mais non. Voilà. Et donc, le principe, c'est qu'on passe du temps au bureau, et effectivement, comme dans le sud de l'Europe, de temps en temps, on fait une petite sieste, et puis ça repart. En fait, c'est pas totalement inefficace parfois de dormir 10 minutes, un quart d'heure, et puis de repartir bosser. Et donc, c'est une boîte grecque, effectivement, ici, qui a fait un bureau qui, quand on le souhaite, est en fait un petit matelas et pour roupiller sa petite sieste en dessous. C'est technologique, il y a une télé dedans, hein, tu vois, donc c'est pas juste... Il y a un écran, en tout cas, oui. Ils ont quand même foutu un écran dedans pour... Limite, ça, c'est pour la réunion sur Teams, pendant des petits où... Je suis à mon bureau, mais je m'installe confortablement.
J'ai pas la caméra, par contre. Oui, c'est original. J'avais vu le même genre de modèle, mais avec un hamac suspendu entre les pieds du bureau, en dessous du bureau. Donc là, il faut un peu de contorsion quand même. Hein, c'est un peu dangereux. C'est surtout si tu dois en sortir très rapidement, à mon avis, tu dois te faire un tour de rein à tous les tu peux le refermer, comme ça personne ne voit que tu es en train de pioncer au bureau. C'est juste. Ou personne voit que tu utilises ton petit jacuzzi. Aussi. Voilà. Ton testicuzzi. Bon, on vous mettra la source aussi. Vous irez jeter un petit coup d'œil. À mon avis, il y a moyen de faire un hack d'un meuble Ikea pour arriver à ce résultat-là. Ouais, c'est facile à faire. Hein. Ça doit pas être très compliqué avec un Knups et un Sborg mélangés avec deux petites chaînes et voilà. On doit trouver les matériaux. Et l'écran, bien sûr. Mais l'écran, on suppose que vous l'aviez. Hein, donc pour le bureau, faut pas rêver. C'était l'écran que vous aviez sur votre bureau, vous le mettez sous le bureau, du coup, voilà. Est-ce qu'il existe, dernière question, et après on se dira au revoir, mais est-ce qu'il existe une version pour 2 personnes? Parce que au bureau, c'est des fois utile quand même. Il se passe des fois des trucs où on se dit, tiens... En fait, c'est pourrait, hein. Challenge, si tu mets 2 bureaux l'un en face de l'autre, pourquoi pas faire un lit 2 personnes? Pourquoi pas, effectivement. Voilà. Ce sera donc quelque part la petite conclusion à cet épisode 369, si vous le voulez bien. Quoique, en guise de conclusion, je vous propose, comme les semaines précédentes, peut-être une petite citation. Vous êtes partant pour cette petite citation? Qui ne se préoccupe pas de l'avenir lointain se condamne aux soucis immédiats. Et cette parole est de, paraît-il, Confucius. Si je vous laisse cogiter là-dessus, et si vous avez d'autres remarques, réflexions à ce sujet-là aussi, vous pouvez nous les adresser via les réseaux sociaux ou sur notre site lestechno.be ou sur notre chaîne YouTube, etc., etc. Merci beaucoup Xavier, merci beaucoup Sébastien. On va se retrouver bien vite, hein, parce qu'un bonus arrive. Je sais pas si je vais le lâcher aussi vite que la semaine passée, parce que mon doigt a ripé et j'ai envoyé le bonus en même temps que l'épisode, donc vous avez pu le consommer pendant le week-end, etc. Il va falloir un petit peu patienter, comme d'habitude d'ailleurs, pour le bonus, mais il arrive. N'ayez crainte, il est même peut-être déjà là. À très bientôt, passez une très très bonne semaine. Salut!